c'est un livre qui va toujours se placer du côté de la vie et de la lumière, même s'il parle quand même d'une part assez sombre. Je voulais que ce soit quelque chose de positif et qu'il y ait une idée de guérison. On a décidé d'avoir un enfant et de donner la vie, on s'imagine pas qu'un jour il pourrait se dire qu'il a envie de la refuser. Malheureusement, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes. Mon histoire de parents, c'est l'histoire de beaucoup de parents. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale des jeunes à travers des chiffres, des statistiques. On va toujours dire que c'est de plus en plus horrifiant, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont mal, mais jamais on raconte leur histoire. Salut, c'est Laetitia et Shannon et vous écoutez L'Intention, le podcast des éditions Hachette. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Persan, illustrateur et auteur du roman graphique Le Passage, publié aux éditions Hachette Pratique, dans lequel il raconte l'histoire intime et essentielle de sa fille, alors âgée de 15 ans, face à la dépression. À travers son témoignage, Mathieu Persan partage la fragilité, les éclats de résilience, les moments de chute et surtout cette expérience si difficile, être parent face à une douleur que l'on voit, mais que l'on ne peut pas entièrement comprendre. Le Passage dépasse l'histoire d'une famille. Il éclaire la réalité de la santé mentale des adolescents aujourd'hui. Une épreuve qui touche de plus en plus de jeunes et interpelle chacun d'entre nous. Comment accompagner ceux qu'on aime quand tout semble nous échapper ? Comment mettre en mots et en images ce qui reste invisible ? Et que signifie traverser, grandir dans un monde où tant de jeunes vacillent ? Le titre, Le Passage, c'est trois choses à la fois. C'est à la fois le passage de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte, c'est l'adolescence, qui est la période que traverse ma fille, et donc de sa maladie, une dépression. C'est à la fois mon passage à moi, c'est-à-dire celui d'un père qui passe d'un moment où tout va bien à un moment où plus rien ne va bien, et qui correspond aussi à une époque où, à 48 ans, on commence à se rendre compte qu'on n'incarne plus vraiment l'avenir. Donc c'est aussi mon passage à moi. Et au-delà de ça, c'était aussi une façon de dire que ce dont on va parler dans le livre, c'est la maladie, la dépression, une façon de dire qu'il y avait une fin. Je voulais absolument qu'il y ait une idée de finitude parce que c'est un livre qui va toujours se placer du côté de la vie et de la lumière, même s'il parle quand même d'une part assez sombre. Je voulais que ce soit quelque chose de positif et qu'il y ait une idée de guérison. Alors effectivement, au tout début, il y a un moment de bascule, puisque on savait que depuis un certain temps, notre fille allait mal, mais il y a un coup de fil avec un numéro inconnu. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, et au bout du fil, c'est la police qui nous dit de rentrer chez nous le plus vite possible. Et là, à ce moment-là, c'est une bascule dans le sens où ce qui était de la sphère de l'intime, c'est-à-dire ce qui se passait chez nous, qu'on essayait de gérer à notre façon, il sort d'un seul coup. Il y a la police qui est chez nous, avec nos filles. On ne sait pas exactement ce qui se passe et on apprend que notre fille a des idées suicidaires. Ça, évidemment, c'est un choc extrêmement violent. Première intention, poser des mots et des images sur la dépression chez l'adolescent. Alors, l'intention première, je crois que ce qui m'a guidé depuis le début, c'était de raconter l'histoire de ces jeunes qui vont pas bien. Au-delà de l'histoire de ma fille, je pense que malheureusement c'est l'histoire de beaucoup de jeunes. Mon histoire de parents, c'est l'histoire de beaucoup de parents. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale des jeunes à travers des chiffres, des statistiques. On va toujours dire que c'est de plus en plus horrifiant, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont mal, mais jamais on raconte leur histoire. Et ça me semblait important de raconter ce que c'est en vérité que la dépression d'un adolescent. Qu'est-ce que c'est qu'un parent qui accompagne un adolescent qui va pas bien, parce que si on n'est pas dans le concret, on peut pas se rendre compte. Alors le moment où j'ai eu envie de raconter cette histoire, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre quelque chose qui n'avait pas été, en tout cas à ma connaissance, documenté. C'est-à-dire que quand il vous arrive n'importe quoi dans la vie, en général, vous avez toujours une référence culturelle, un livre, un film qui va parler de ça. Vous avez une rupture amoureuse, vous avez 12 000 films, vous vivez un deuil, vous avez 15 000 livres. En revanche, un parent qui doit accompagner sa fille qui a plus envie de vivre, j'avais pas de référence. Et du coup, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à écrire, quelque chose à dire pour raconter, parce que c'est pas une expérience anodine, c'est quelque chose de très violent. Quand on a décidé d'avoir un enfant et de donner la vie, on s'imagine pas qu'un jour il pourrait se dire qu'il a envie de la refuser. Donc il y avait cette idée d'essayer d'écrire ce passage-là et cette expérience-là. Et ensuite, partant de là, j'ai commencé, je me souviens un après-midi, j'ai fait 2-3 planches, j'ai dessiné en noir et blanc, ce que je fais jamais, c'est assez curieux. Et puis j'ai commencé à poser des mots tels qu'ils sont venus et de manière très naturelle, ils se sont posés sur l'image, un peu organisés comme de la poésie. C'est-à-dire avec le texte un petit peu déstructuré.
Et en fait, le ton, il s'est imposé d'emblée. C'est-à-dire que ces 4 images que j'ai faites un après-midi comme ça, elles ont imposé tout le ton du reste du livre que j'ai déroulé. Ça s'est fait de façon assez naturelle et voilà, comme s'il y avait eu d'un seul coup un alignement entre ce que j'avais envie de dire et puis ce qui était sorti un peu sur l'écran de l'ordinateur. C'est l'idée, hein, c'est de ne pas être narratif, de ne pas être dans une narration trop formelle, trop engoncée. Je voulais qu'il y ait beaucoup de liberté, puis pourquoi pas, beaucoup de poésie aussi dans ce qu'il y avait à raconter. Je me suis dit que la chose importante, c'était de ne pas faire un récit circonstancié, mais de faire une histoire. Je crois beaucoup au pouvoir des histoires et au fait que c'est ça qui va parler aux gens et qui va leur faire ressentir les sentiments qu'on a envie de partager. Et ensuite, ça n'a pas été si difficile que ça. J'ai essayé de garder une ligne claire, à savoir de raconter véritablement ce qui s'est passé, de ne pas enjoliver des choses qui peuvent paraître très noires et très dures, mais pas non plus sombrer dans l'obscurité complète, parce que malgré tout, dans la maladie, il y a des moments de lumière, il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de désespoir complet, mais pas que. Et j'ai voulu m'accrocher à être le plus vrai possible. Mon métier d'illustrateur, c'est de m'exprimer à travers des images. En général, quand j'ai une mission, on me donne un sujet et je dois trouver une image qui va correspondre et qui va parler beaucoup. Et aujourd'hui, à chaque page, j'ai dû inventer l'image qui collait le mieux avec le texte, avec ce que j'avais envie de dire. Mais souvent, le texte n'était pas suffisant. Il fallait apporter quelque chose de supplémentaire. Et quelque chose qui est sur lequel on ne peut pas poser de mots. C'est vraiment l'émotion que va provoquer une image ou un dessin. Et c'était complètement indispensable dans ce livre-là, parce que sinon, on serait tombé dans quelque chose de très froid, de très circonstancié, de très factuel. Or, je voulais que ce livre, ce soit un voyage, ce soit une aventure, que de page en page, on soit dans des univers différents. C'est pour ça que je varie beaucoup. Il y a des pleines pages où il y a beaucoup de dessins, d'autres où il n'y en a pas. Il y a un moment où c'est quasiment de la BD. Et je voulais justement qu'on sente ce foisonnement et qu'à chaque fois, l'image serve fondamentalement ce que j'avais envie de dire. Alors le choix du noir et blanc, il s'est imposé tout de suite. En fait, quand j'ai imaginé le livre, je l'ai jamais imaginé en couleur. C'est assez curieux parce que dans mon métier d'illustrateur, j'utilise beaucoup de couleurs. Et là, en fait, j'ai senti le besoin d'avoir le plus de contraste possible. Donc du blanc, du noir et rien entre les deux. Parce que j'avais l'impression que rajouter de la couleur, ça aurait peut-être édulcoré certains trucs. Et j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment avoir le côté très noir, des moments graves, et le côté très blanc, très lumineux, des moments qui peuvent être plus légers, voire de la joie profonde. Parce qu'il peut y en avoir aussi. Deuxième intention, explorer la souffrance intérieure à travers le dialogue père-fille. Quand j'ai vu à quel point ma fille allait mal, je me suis rendu compte assez vite que malgré toute l'empathie du monde, je pourrais pas véritablement comprendre ce qu'elle ressentait. Qu'elle était dans un état de détresse psychique et morale qui était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Sans doute parce que je n'ai pas vécu moi-même de dépression, et si j'ai appris quelque chose, c'est que j'ai vraiment l'intime conviction que sans avoir vécu ça, on ne peut pas comprendre ce que vivent les malades. Donc le défi, c'était d'arriver à m'approcher au plus près de ce qu'elle ressentait, tout en sachant que je pourrais pas y arriver. Et donc là, c'est là où elle m'a aidé, c'est-à-dire qu'elle m'a raconté. Elle m'a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'on a eu des discussions entre père et fille d'une profondeur assez vertigineuse, puisque on parlait de ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, pourquoi on a envie de vivre, pourquoi on a envie de mourir, et c'est des choses qui peuvent être assez perturbantes quand on en parle avec son enfant, qui vous dit voilà, moi je veux mourir et je vais t'expliquer pourquoi. Et puis moi je vais dire mais non, tu vas vivre parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est assez vertigineux, mais en même temps c'est extrêmement riche. C'est un lien qui se crée dans des moments de drame qui est assez fort. Et c'est grâce à son aide et ce qu'elle m'a raconté que j'ai réussi à essayer que j'ai en tout cas essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, de transcrire ce qu'elle ressentait. Et pour ça, j'ai dû forcément m'aider de beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, parce que c'était ce qui me semblait le plus approprié pour représenter cette souffrance intérieure. Ça peut paraître un peu étrange comme représentation de la maladie, mais en fait, je me souviens très bien quand j'ai eu cette idée. C'est-à-dire, je lisais, on en parlait tout à l'heure, des statistiques, et je me disais, mais c'est comme une épidémie
sauf qu'il n'y a pas de virus. Mais alors d'où il vient ce virus? Alors comme des fois j'ai un peu des idées qui vagabondent. J'ai imaginé comme une attaque de poulpe qui viendrait de l'espace et puis qui viendrait s'écraser dans la ville et qui viendrait prendre possession des corps des enfants. Et ça marchait bien parce que en fait le poulpe il vient prendre possession de tous les membres des enfants, de la tête mais aussi des jambes et des bras. Et c'est une façon de dire que la maladie, la dépression, qui est une maladie mentale, c'est pas qu'une maladie mentale, c'est une maladie qui va prendre absolument tout de la vie, c'est-à-dire qu'elle va prendre l'énergie, elle va prendre l'envie, elle va prendre les désirs, elle va prendre la capacité de réflexion, de concentration, et que au-delà de quelque chose de purement mental, c'est quelque chose qui est aussi physique. Ce sont des gens qui ne peuvent parfois pas se lever de leur lit parce qu'ils n'en ont plus la possibilité. Et je trouvais que ce poulpe, ça représentait bien le fait qu'on était complètement annihilé. C'était aussi une volonté de montrer que cet enfermement de la maladie, ça montrait que c'était une véritable maladie. Troisième intention, remettre en perspective la dépression comme une maladie. Le problème de la dépression, c'est que déjà, parfois, on a du mal à savoir exactement quand est-ce qu'on y est rentré. Et puis parfois, on a aussi du mal à savoir exactement quand est-ce qu'on en sort. Parce qu'il y a des périodes de crise, avec effectivement des drames, des idées suicidaires, des idées très noires. Il y a des moments où ça va mieux, il y a des rechutes, mais globalement, c'est quand même sur le temps long qu'on est capable de juger d'une sortie ou d'une guérison. Ce qui est difficile, c'est que dans ce genre de maladie, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir une rechute, on ne sait pas si c'est un état normal ou si ça va être un épisode passager, en particulier chez les jeunes de l'adolescence, et que derrière, il n'y aura plus jamais de rechute. Je crois qu'il faut prendre les choses jour après jour, petit à petit, et puis juger ça à l'envie qu'on a de faire des choses. L'envie de vivre, l'envie d'aider, l'envie de faire un gâteau, l'envie de voir des amis, l'envie de partir en vacances, l'envie de lire un livre. Ça fait un peu Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, mais finalement c'est un peu ça. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une énergie vitale qui revient, qui nous donne envie de se lever le matin pour faire tout et n'importe quoi, peu importe, c'est qu'on est en train de s'en sortir. L'idée du livre, c'était pas uniquement de se raconter ou de raconter la vie de ma fille, c'était de raconter un sujet plus large. Ce sujet de la santé mentale des jeunes, elle touche énormément de jeunes, évidemment leurs parents. Et ce qui est assez troublant, c'est que ça touche absolument toutes les couches sociales du pays, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, quasiment équitablement. Et c'était important de montrer cette diversité-là et de montrer que finalement ce problème, il devient très universel et qu'il fallait pas se cantonner à notre petite histoire et qu'il fallait aller plus loin et essayer de parler plus largement de la santé mentale et en particulier de la dépression et de l'idée qu'on pouvait s'en faire dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont encore vous dire que la dépression, pourrait peut-être aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses et puis ça irait mieux. Et ça nous viendrait pas à l'idée de dire la même chose d'un cancer ou d'une jambe cassée. On va pas dire à quelqu'un qui a une jambe cassée, dis donc force-toi, lève-toi et puis va marcher un coup, ça ira mieux. Aujourd'hui, la dépression, on entend encore des gens dire non mais voilà, il suffit de sortir un peu, faites du sport, quoi, que diable. Et remettre en perspective la dépression comme étant une maladie dont on ne doit pas avoir honte, qui est difficile à traiter, c'était important. Et aussi rendre hommage à tous ces gens qui se battent contre cette maladie et qui ne sont pas reconnus, à juste titre, puisque leur maladie même est vue parfois comme, pas totalement comme une maladie, justement. Donc c'était cette idée-là de rendre hommage à tous ces enfants et puis plus généralement tous ces gens qui souffrent de problèmes de santé mentale pour leur dire que leur combat, on le comprend et il est visible et qu'ils ont beaucoup de courage. Alors c'est vrai que faire un livre sur la dépression peut tout à fait tomber dans l'écueil de faire un livre extrêmement sombre, extrêmement noir, extrêmement plombant. Mais après, il faut dire la vérité, c'est que même quand on traverse une épreuve d'une difficulté terrible, il y a des moments de joie. Et souvent, on est dans la culpabilité de ces moments de joie. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ma fille va pas bien, j'ai pas le droit d'être joyeux, j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit de savourer une bonne nouvelle, j'ai pas le droit de savourer un dîner entre amis. Mais je crois que c'est exactement le contraire. Je crois qu'il faut se servir de ces moments de joie, de ces moments parfois de grâce qu'on peut avoir avec les frères et sœurs de la malade ou au sein du couple. Parce que la vie continue. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est malade qu'il y a plus de vie. Et au contraire, si on veut tirer tout le monde vers la vie, il faut que la vie, on puisse avoir des appuis solides. Et là encore, je me suis attelé à la vérité, c'est-à-dire à montrer des moments de joie, de lumière, de rêverie,
qui sont importants à avoir. Et au-delà de ça, je dirais que ce qui, dans ces moments les plus importants, alors ça va paraître un peu, c'est la partie salut au Podium, hein, mais ça c'est ma génération, mais je crois qu'il y a un sentiment qui est fondamental et qui m'a beaucoup aidé, c'est l'amitié. C'est que c'est dans ces moments où on reconnaît ses amis, quand on va pas bien, quand on traverse des difficultés. Les amis qui restent, c'est des gens, c'est un sentiment et des gens qui prennent une importance capitale. Psst, c'est l'heure des cadeaux. Je pourrais peut-être lire un petit passage. Je vais prendre le livre parce que je le connais pas par cœur. Alors, je vais lire un passage un peu long, mais parce que ça s'impose, et puis c'est un passage très général. Et puis je me dis qu'on vit dans un monde où on n'acclame que les gagnants, qu'il y a de place que pour ceux qui sautent, courent, plus loin que les autres, où la compétition est devenue le moteur suprême, partout, tout le temps. Mieux, différent, toujours différent. Moi, partout. Nous, nulle part. Singulier, jamais pluriel. Un monde où chacun finit seul devant son écran, un monde où on accorde plus de valeur à un point levé qu'à une main tendue. Alors, du coup, c'est pas étonnant que sur les Champs-Élysées défilent seulement les sportifs et les militaires. Ou le cercueil de Johnny. Alors je me demande si ce monde est bien sérieux. Parce qu'il me vient ce rêve tout d'un coup, celui de voir défiler tous ces gosses qui sont dans les hôpitaux, dans leurs chambres, ou enfermés dans leur tête, dans leur salle de classe, qui luttent sur leur champ de bataille intérieur sans jamais de trêve. Celles et ceux qui mènent ces combats que personne ne peut vraiment comprendre. J'aurais envie qu'on leur rende hommage, qu'on puisse les célébrer, les acclamer. J'aimerais qu'on les reconnaisse, qu'on arrête de les cacher. Parce que c'est peut-être ça qui les aiderait à ranimer leur flamme. Et si le livre était une musique ? Je parle d'un disque dans le livre, et c'est assez curieux parce que c'est un disque qui est sorti quand moi j'avais 17-18 ans, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi un disque qui est en train de se réapproprier la jeunesse. Ce disque, c'est OK Computer de Radiohead. Quand il est sorti, je me souviens très bien, en 97, il y avait cette espèce de... On savait que le monde était sur la brèche, qu'il se passait quelque chose, on voyait arriver cette espèce de vague Internet, on ne savait pas à l'époque jusqu'où elle irait. Et aujourd'hui, on a vu l'arrivée à la fois d'Internet qui a complètement redistribué les codes sociaux, les réseaux sociaux, maintenant on voit l'IA arriver. Et ce disque, il était complètement précurseur, dans le sens où il y avait cette idée de... on commence à perdre la main par rapport aux machines, par rapport à un monde qui nous submerge. Et ce disque, il dit tout ça. Et il dit à la fois la noirceur, la tristesse, et une lumière absolument éclatante. Et je pense que il dit tout. C'est un titre, c'est sans doute le titre que s'approprie aujourd'hui la jeunesse, et pas par hasard, c'est sans doute Let Down, qui dit exactement ça, qui dit à la fois toute la difficulté de vivre, et puis tout l'espoir qu'on peut mettre derrière. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles, et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.